Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 frères qui ont disparu sans laisser de traces. Cette histoire aborde donc des sujets sensibles, je préfère prévenir. Mais avant, un petit rappel, abonnez-vous s'il vous plaît. Je parle pour ceux évidemment qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça vous engage à rien, ça coûte rien, c'est anonyme, ça vous fait pas chier, enfin voilà. Parce que là, en fait, sur la chaîne, on avoisine les 98% de non-abonnés qui regardent régulièrement les vidéos. Donc ça me fait rire, mais c'est juste hallucinant, quoi. J'ai juste jamais vu ça. Enfin bref, c'est juste pour info si vous voulez que la chaîne évolue. Pour ceux qui sont déjà abonnés, un énorme merci. C'est grâce à vous que la chaîne continue. Je suis sérieuse. Vous pouvez aussi liker, partager, me laisser des messages sur YouTube, Instagram et Twitter. Allez, on y va. On va donc partir dans le Michigan, dans la petite ville de Morenside. Donc c'est à environ 75 miles au sud-ouest de Détroit, à la frontière de l'Ohio. C'est là que vivaient John et Tanya Skelton. Donc ils s'étaient rencontrés à la fin des années 90 lorsque John avait déménagé en ville et cherché de nouveaux amis. Leur relation s'est très vite épanouie et ils se sont rapidement mariés. John et Tanya avaient tous deux des enfants donc plus âgés, issus de relations antérieures. Puis ensemble, après, ils ont eu 3 enfants, donc 3 jeunes garçons, Andrew, Alexander et Tanner. Les garçons étaient brillants, énergiques, et Tanya et John aimaient élever leur famille dans la ville très unie où Tanya a grandi. Mais en quelques années, leur relation a commencé à se détériorer. John était un chauffeur de camion, donc long courrier, mais il avait du mal à garder un emploi, donc mettant à rude épreuve les finances de la famille et affectant donc sa capacité à payer donc une pension alimentaire pour sa fille aînée. En 2003, le couple a déposé son bilan et il a fallu plus d'1 an pour que tout soit réglé. Finalement, John a été licencié, donc une fois de plus, d'un autre travail de camionneur pour un incident de conduite en état d'ébriété. Alcool au volant, mort au tournant. Du coup, il est devenu dépressif et reclus. Ah ben, boire ou conduire, il faut choisir. Hein? Ok, j'arrête avec mes dictons. Frustré et luttant contre sa dépression croissante, il passait la plupart de son temps absorbé par les jeux en ligne. Au final, il a gagné le gros lot, ça a saoulé Tanya. En plus de ça, il voulait déménager en Floride, pensant à des meilleures perspectives d'emploi. Mais Tanya n'y était pas favorable du tout. Elle lui avait bien fait savoir à de multiples reprises et en termes clairs qu'il ne déménagerait pas en Floride. C'était vraiment une source de conflits supplémentaires entre eux. Finalement, tout a atteint son paroxysme un jour de septembre 2010. Tanya a reçu un appel téléphonique de l'école élémentaire de Morenside. Le secrétaire a dit à Tanya que John venait de récupérer les garçons et a dit qu'il les emmenait en fait en voyage en Floride et qu'il ne savait pas quand il reviendrait. La misère. Tanya était très confuse et inquiète. Elle et John n'avaient prévu aucun voyage et elle était au courant de rien en fait. Donc elle s'inquiétait vraiment que John ait décidé de déménager en Floride sans lui dire. Tanya a donc évidemment appelé la police qui a donc réussi à contacter John et à le convaincre donc de retourner dans le Michigan avec les garçons. Tanya était tellement bouleversée que John ait emmené les enfants sans sa permission et à son insu qu'elle a contacté un avocat et a demandé le divorce. Quand John l'a découvert, il était furax et dans un accès de colère, il chargea les 2 garçons les plus âgés dans sa camionnette et repartit. Le lendemain, Tanya a reçu un appel de ses fils
Ils lui ont dit qu'ils étaient en Floride, donc chez l'un des amis de leur père. Ils étaient ravis d'aller nager dans la piscine et espéraient bientôt pouvoir voir leur grand-mère. Tania, à ce moment-là, elle l'a joué cool, ne voulant pas que les garçons, du coup, sachent à quel point elle était inquiète. Et elle espérait aussi qu'elle pourrait obtenir quelques informations sur leur sort exact et leur localisation. Une fois bien renseignée, elle a donc sauté dans sa bagnole et elle est partie à Jacksonville Beach, donc c'est en Floride. Ça a pris du temps, mais finalement John, Tania et les 3 garçons sont retournés dans le Michigan. À partir de là, donc la procédure de divorce a avancé et Tania a obtenu la garde complète des 3 garçons. John avait donc lui des droits de visite, donc en novembre, les choses vraiment semblaient s'être calmées. John faisait un effort pour rester impliqué dans la vie des garçons et Tania avait commencé à suivre des cours au collège local. Tania a commencé donc à laisser les garçons rester avec John de plus en plus. C'est un arrangement qui profitait à la fois à Tania et semblait rendre John heureux. Donc bon, il commençait vraiment à trouver un certain équilibre. Cela jusqu'au 26 novembre 2010. Ce jour-là, Tania donc avait laissé John emmener les garçons pour Thanksgiving. Il les avait pris le mercredi et devait les ramener le vendredi après-midi, donc pour qu'elle puisse les emmener faire des courses pour cette fête, donc la fête de Thanksgiving. Mais en fin d'après-midi, Tania commençait à s'énerver. John ne s'était toujours pas présenté, il n'avait pas répondu ni à ses appels, ni à ses messages de toute la journée. Exaspérée, Tania se pointa vite fait bien fait chez John et frappa à sa porte. Mais John n'était pas chez lui, il était en fait aux urgences avec une cheville cassée. Il a dit au personnel de l'hôpital que plus tôt dans la journée, il avait tenté de se suicider en se pendant à la rampe du 2e étage de son domicile, mais qu'ensuite il avait changé d'avis. Lorsqu'il a tenté de remonter par-dessus la balustrade, il avait glissé et il s'était cassé la gueule sur le sol en béton du rez-de-chaussée. Bon, celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue, hein. Il s'est loupé, mais donc pas la cheville. Mais Tania, elle en avait strictement rien à foutre de sa cheville. Elle voulait savoir où étaient donc ses enfants, normal. En plus, John ne parlait pas du tout, hormis de l'état de santé de sa cheville en miettes. Elle a donc immédiatement contacté le département de police de Morenside et la recherche a commencé. La police a agi vraiment très rapidement en allant chez John, espérant que les garçons seraient là-bas. Mais au lieu de ça, ce qu'ils ont trouvé, c'était un champ de bataille, une zone de guerre, un chaos complet. C'était comme si John, il avait tout détruit dans sa maison. Il avait tout ravagé. Tania décrira donc plus tard la scène parce qu'elle est allée donc avec les flics dans la maison. Elle dira, si ça pouvait être cassé, c'était cassé. Évidemment, je parle pas de la cheville, mais du matériel et mobilier de la maison, même si la cheville était cassée également. En tout cas, c'était clair pour la police et pour Tania que quelque chose allait pas du tout, quoi. Une alerte, donc Amber, a donc été émise pour Andrew, 9 ans, Alexander, 7 ans et Tanner, 5 ans. L'alerte Amber, vous savez, c'est la même que l'alerte enlèvement en France. Les autorités ont donc commencé à travailler pour recueillir des indices, donc notamment en trouvant les enregistrements téléphoniques de John, afin de pouvoir potentiellement suivre ses mouvements au cours des 2 derniers jours. Pendant ce temps, John, lui, il avait été placé en détention psychiatrique à l'hôpital. Vu le contexte, ça se comprend. Il commencera donc à parler, mais l'histoire qu'il racontait ne cessait de changer. D'abord, il a dit aux enquêteurs que les garçons étaient avec donc des amis et qu'ils reviendraient bientôt.
Puis il a dit qu'il avait donné les garçons à une femme qu'il connaissait et qu'il n'avait pas voulu que les enfants soient dans la maison pour sa semi-tentative de suicide foirée. À un moment donné, John a même affirmé qu'il avait donné les garçons à une organisation amish clandestine, afin de les protéger en fait des abus. C'est lui le clandestin, moi je te le dis. Finalement, sa dernière version sera qu'il a donné les garçons à une femme nommée Joanne Taylor. Donc il avait rencontré cette Joanne et son mari Mark il y a quelques années quand il les avait aidés avec leur véhicule. Et lui et Joanne avaient commencé une relation en ligne par email. Vendredi matin, John avait donc contacté Joanne et lui avait demandé de venir chercher les garçons et de les emmener chez Tanya. Joanne était apparemment arrivée dans une camionnette argentée et avait emmené Andrew, Alexander et Tanner. John dira qu'il n'avait pas eu de nouvelles après ça. Pendant que John tissait son histoire à dormir debout, les enquêteurs, eux, travaillaient très dur. La police a donc saisi la Dodge Caravan bleue donc de John et a retiré de sa maison des objets qui pourraient s'avérer utiles dans l'enquête. Les techniciens en informatique judiciaire ont parcouru les comptes informatiques et médias sociaux de John, dans l'espoir donc de trouver des indices qui pourraient les mener au garçon. Bizarrement, il n'y avait aucune preuve de communication en ligne entre John et cette Joanne Taylor. Ensuite, il y a eu plusieurs recherches Google vraiment déconcertantes, dont une sur la mort au rat. Les détectives donc sont également tombés sur un message crypté donc publié sur le compte Facebook de John le mercredi 24 novembre, donc le jour où il a pris les enfants. Ce message disait « J'aime beaucoup ma femme, que Dieu et Tanya me pardonnent ». Les agents ont donc sondé le quartier, parlant à tous ceux qui auraient pu voir Andrew, Alexander et Tanner dans les jours précédant leur disparition. Ils ont donc déterminé que les garçons avaient été vus pour la dernière fois en train de jouer dans l'arrière-cour de la maison de John le jeudi après-midi. Des équipes de recherche et des unités canines ont parcouru donc la zone, fouillant les champs, les zones boisées, donc tout le long de la frontière de l'État. Le district scolaire local a offert l'utilisation de ces autobus, les chargeant de bénévoles qui ont fouillé jour après jour toute la zone. Ensuite, la police donc a eu accès au relevé téléphonique de John. Vers 4h30 du matin, donc le vendredi 26 novembre, le téléphone de John l'a suivi, quittant Morenside et voyageant vers le sud-ouest dans l'Ohio. 30 minutes plus tard, il a sonné à Holiday City. Alors, Holiday City, c'est à environ 20 miles, donc 32 km de la maison de John. Puis, le téléphone s'est éteint. À 6h46, le téléphone a été rallumé et a de nouveau sonné à Morenside. Donc pourquoi John avait-il traversé la frontière pour passer 2 heures avant le lever du soleil dans une petite ville rurale? Sincèrement, je pense pas qu'il ait fait 30 bornes en pleine nuit pour aller à la chasse aux truffes. Faut pas déconner, faut pas pousser mémé dans les sorties. Les autorités étaient à peu près sûres de savoir où il avait été. Donc le périmètre de recherche a été immédiatement élargi et des équipes donc sont parties pour l'Ohio. L'endroit où le téléphone de John a sonné était entouré de vastes zones boisées et il y avait vraiment un accès très facile à l'Ohio Turnpike. Donc ça, c'est une autoroute de 241 miles, soit 387 km. Donc voilà, c'est énorme. Alors, c'était vraiment simple pour John de faire l'aller-retour sans se faire remarquer. Vite fait, bien fait.
La police de Moronside a donc lancé un appel à témoins, une alerte, demandant à quiconque avait vu la Dodge Caravan donc bleue le jeudi ou le vendredi d'appeler la police. Le chef de la police, Larry Wikes, donc a déclaré qu'il gardait toujours espoir que les garçons étaient en vie, mais qu'ils avaient besoin en fait de l'aide du public pour les retrouver. Ils espéraient également trouver la mystérieuse Joanne Taylor et sa camionnette argentée, à qui John les aurait laissés donc le vendredi. Mais plus la police fouillait, plus ils craignaient que cette Joanne ne soit juste le fruit de l'imagination de John. Au fil des jours, John s'en est tenu à son histoire et a refusé de dire où étaient les garçons. Le 30 novembre, John a donc été arrêté et accusé de 3 chefs d'enlèvement parental. Il a été détenu donc sous surveillance anti-suicide au centre correctionnel du comté de Lucas, donc à Toledo, avant d'être finalement extradé vers le Michigan pour un interrogatoire. Il y a eu une audience donc le 16 décembre et lors de cette audience, John a surpris tout le monde en disant au juge en fait qu'il avait vu les garçons pour la dernière fois le soir de Thanksgiving lorsqu'il les avait remis à un inconnu dans une camionnette appartenant à une organisation. Alors, est-ce que c'est la même organisation amiche clandestine dont il avait parlé, vous savez, le premier jour à l'hôpital ? Je pense surtout que c'est l'organisation qui s'est fait en psychiatrie quand il était interné. Quoi qu'il en soit, donc il est peut-être intelligent, mais apparemment asymptomatique. Il a donc refusé au tribunal de nommer donc le nom de cette organisation et a affirmé qu'il avait aucune idée donc de l'endroit où les enfants étaient allés après. Le juge s'est vite rendu compte qu'il le prenait pour un con et qu'il se foutait bien de sa gueule, d'ailleurs de toute la gueule du monde, à tel point que le juge a dit qu'il serait détenu indéfiniment pour outrage au tribunal. Un mois plus tard, lors de son audience pour outrage, donc outrage au tribunal, John a de nouveau refusé de dire où étaient les garçons, ni avec qui ils étaient partis. En février 2011, le département de police de Moronside a annoncé que l'affaire n'était plus une affaire de personnes disparues, mais une enquête pour meurtre. Même si les enquêteurs étaient convaincus que John Skelton avait assassiné ses fils, il n'y avait vraiment aucun corps et très peu de preuves. Alors, au lieu d'accusation de meurtre, John a été accusé d'enlèvement et d'emprisonnement en fait illégal donc pour les 3 enfants. Il a plaidé coupable en septembre 2011 et il a été condamné à 10-15 ans de prison. C'est dégueulasse. Bien que John soit officiellement derrière les barreaux, l'affaire était loin d'être close. Encore heureux. En 2013, Weeks, donc le chef de la police, a demandé à la police donc de l'État du Michigan de reprendre l'enquête. Un meilleur accès aux ressources et au financement aiderait probablement à s'assurer que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Au fil des années, les détectives ont continué à suivre toutes les pistes, même si les résultats malheureusement étaient décevants. En 2017, les restes de 3 enfants ont été découverts dans un hangar du Montana. Bien que John Skelton n'ait aucun lien évident avec le Montana, les enquêteurs gardaient quand même espoir. Mais les tests ADN et les dossiers dentaires ont prouvé que les restes donc de ces 3 enfants n'appartenaient pas aux frères Skelton. Et puis en mai 2019, la police a reçu un nouveau tuyau donc d'une femme de l'Ohio qui croyait avoir vu un homme correspondant à la description donc de John avec une camionnette bleue le jour de Thanksgiving en 2010. Donc toutes les informations correspondaient en fait à ce que les détectives savaient déjà, y compris d'ailleurs certaines informations qui n'avaient pas été rendues encore publiques.
La bonne femme, elle s'est réveillée 9 ans après. Non mais sérieux. Les équipes de recherche ont parcouru une zone donc jusque-là non fouillée suite à ce témoignage. C'est près de Holiday City, donc qui comprenait des bois et un étang. Un chien renifleur de cadavres a fouillé donc le sol, tandis qu'une équipe de plongée a utilisé un sonar pour scanner tout l'étang. Enfin voilà, ils ont vraiment mis le paquet. Là, sur ce coup-là, il n'y a vraiment rien à redire. Ils ont vraiment été super. Malheureusement, la recherche n'a rien donné, à part trouver un autre endroit qui pourrait être exclu, en fait. Malheureusement, 12 ans maintenant se sont écoulés sans aucun signe d'Andrew Alexander et Tanner. John Skelton s'est vu refuser la libération conditionnelle en 2020, mais l'année prochaine, donc là, il sera éligible à une autre libération conditionnelle et fera donc probablement une autre demande. Mais Tanya, elle est déterminée à l'empêcher de sortir, tu m'étonnes. Elle a lancé une pétition pour qu'il purge sa peine, en fait l'entièreté de sa peine, donc les 15 ans, soit qu'il sorte en 2026. Tanya a travaillé en étroite collaboration avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Et elle a aussi participé à pas mal d'interviews dans les médias et à des documentaires sur l'affaire, s'assurant que les noms et les visages de ces enfants restent connus aux yeux du public et ne soient jamais oubliés. Elle dira « Je ne cesserai jamais de les chercher, je continuerai à me battre en leur nom pour la justice. J'espère qu'à 20 ans, je n'aurai pas à donner d'interview pour marquer cette date, qu'on aura des réponses avant. Je ne pouvais pas imaginer être assise ici il y a 10 ans à demander encore des réponses. » Voilà, c'est malheureusement là que s'arrête l'histoire d'Andrew Alexander et Tanner. Donc c'est triste, c'est vraiment triste. Un numéro est encore actif donc pour tout renseignement. Donc si vous êtes francophone ou que vous connaissez des francophones aux États-Unis et que vous voyez ma vidéo, partagez à fond pour ces 3 petits. Moi, à mon avis, vous voulez mon avis? Non? Bon, bah je le donne quand même au cas où, hein, dans le doute. Donc, personnellement, je me range clairement du côté de la police. Je pense que les enfants sont morts, malheureusement, qu'ils sont morts entre le jeudi et le vendredi. Je pense qu'ils ont été assassinés, et ça par le père. Je crois pas du tout en la thèse de la pseudo-organisation Amish. Je pense clairement que John a voulu se venger de sa femme en s'en prenant aux enfants. C'est triste, mais je pense que c'est la réalité. Puis qu'il avait effectivement donc le projet de se suicider, mais qu'il a juste pas eu le courage et s'est juste explosé la cheville. Voilà, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre parce que les avis, c'est comme les arrière-trains, tout le monde en a un. Et certains mis bout à bout donnent des théories vraiment très intéressantes. J'ai vraiment une grosse pensée pour la maman qui vit dans l'horreur. Je suppose que ça doit être atroce, pleine de doutes, pleine de questions depuis plus de 10 ans, sans pouvoir même faire son deuil. Et une pensée aussi aux 3 garçons qui demandaient qu'à passer un week-end avec leur père et ont probablement perdu la vie. Malgré que je sois très peu optimiste en ce qui concerne leur sort, je vais vous mettre quand même le portrait vieilli des 3 garçons donc, qui circulent aujourd'hui dans les commissariats de police, ainsi que le numéro de téléphone à appeler donc pour tout renseignement, même ne serait-ce que minime, qui peut aider à les retrouver ou retrouver leur corps. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pensez à l'abonnement. Donc si c'est pas le cas, hein, si vous êtes spectateur quand même, enfin
spectateurs. Il ne faut pas abuser. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, si vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, ce ne sera pas un grand geste pour l'environnement, mais ce sera un grand geste pour la chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous. Faites gaffe à vous. Bye!